Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Limono, Roby, Mohamed Djibril Kamara, Moussa Moïse Silla, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG ce lundi matin, 1h30, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Ça se passe aussi sur Espace TV tous les soirs, en deuxième partie de soirée, quand il est 22h, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous regardez du côté de Dakar. Au menu les GG, on s'intéresse à l'actualité évidemment, réajustement des prix des hydrocarbures à la pompe. 3 centrales syndicales, en l'occurrence l'ONSLG, la COSATREG et la CGFOG, donc exigent du gouvernement que le litre du carburant soit vendu à 6 000 francs guinéens, conformément à la baisse du prix du baril sur le marché international. Les 3 centrales syndicales donnent jusqu'au 6 mars au gouvernement pour procéder donc à ce réaménagement, sous peine de déclencher une grève générale illimitée. Et qu'est-ce qui fonde une telle revendication? C'est la grosse question posée par Aboubacar Diallo ce matin. Monsieur Yamoussa Touré, secrétaire général de la COSATREG, donc il va être avec nous dans cette émission ce matin. Des folles rumeurs font de lui une taupe au service du pouvoir en place et plus particulièrement du président Condé. Les mêmes rumeurs veulent que son séjour prolongé dans la capitale sénégalaise trouve son explication dans l'exécution donc d'une certaine mission commandée au service du pouvoir d'Alpha Condé. Et comment réagit-il à ces rumeurs? C'est bien sûr M. Mandian Sidibé, journaliste ex-directeur général de la radio Planète FM depuis Dakar. Il brise le silence sur les GG ce matin, nous allons la voir. Cette question, qui en veut au député Ousmane Gawal Diallo? L'élu, en tout cas, des populations de Gawal dit recevoir depuis quelques jours des menaces de mort via des numéros masqués ou étrangers. Le concerné, lui, croit savoir que ces menaces viennent du militant, ou des militants plutôt, de la mouvance présidentielle. Eh bien, qu'est-ce qu'il vaut de telles menaces? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin chez les GG. Ousmane Gawal Diallo, donc député uninominal de Gawal. Vous allez l'écouter ce matin chez les GG. Bonjour Abaka Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mon cher Roby, bonjour. Bonjour, mais avant d'aller... Bonjour Moussa Moïse. Bonjour Moussa. Bonjour, voilà. Je souhaiterais qu'on parle, il y en a marre, je souhaiterais qu'on parle. Calme-toi un petit peu s'il te plaît. Il est de tradition lundi que nous commençons avec beaucoup d'énergie cette émission. Mais j'ai pas dit le contraire. Maîtrise-toi mon cher ami. Voilà, parce vas-y. qu'il y en a marre, les étudiants se plaignent, les étudiants de la première année qui devraient commencer les cours se plaignent, les bacheliers se plaignent du retard que prend leur orientation. Je sais pas où est partie l'éducation dans le programme gouvernemental, parce que je comprends pas dans un pays qu'un gouvernement ne se soucie pas de l'éducation de ses enfants, et l'éducation participe du développement. Moi je veux dire aujourd'hui... Il va falloir qu'on te rebranche un petit peu. Comment? Tu sais quand même que le pays est frappé par une crise sanitaire mon cher ami quand même. Et voilà qui a empêché à ce qu'on fasse l'orientation. Arrêtez un peu. Pendant ce temps les autres ont commencé l'école. Moi je voudrais dire quand même, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le ministère de l'Éducation de procéder à l'orientation des bacheliers? Vont-ils faire une année blanche? Vont-ils étudier pendant combien d'années? Je pense que c'est grave, les enfants sont inquiets, il y a beaucoup de plaintes, on ne donne aucune information. C'est la tradition de ce gouvernement-là, de ne donner aucune information sur les décisions à prendre. Il faut attendre que les gens... Je ne sais pas comment il s'est réveillé ce matin. Il faut attendre que les gens s'énervent, il faut attendre que les gens dénoncent pour qu'on fasse semblant de dire des choses. Je pense que c'est important aujourd'hui de dire aux enfants, de dire aux bacheliers quand est-ce qu'ils seront orientés. C'est important parce que les enfants commencent à se poser beaucoup de questions. C'est vrai que sur la question, les bacheliers, les quelques 21 000 bacheliers guinéens, donc qui vont être orientés dans les différents instituts franchement ils sont nuls, les grandes gueules. Ils ne savent plus à quel sens se vouer tant et leur orientation prend du retard et aucune information ne pointe à l'horizon pour leur expliquer les raisons de ce retard. Moi je pense que on a suffisamment perdu du temps pour effectuer la rentrée scolaire et universitaire au compte de cette année académique universitaire. Je pense que ce temps qu'on a perdu en amont devait être mis à profit par les autorités en charge du secteur de l'éducation pour paramétrer cette orientation. Je pense qu'il y a une commission qui est affectée à ce travail-là et qui est dirigée par un certain Binko Madi
à mon avis, cette commission n'a pas fait son travail. Parce qu'on aurait dû mettre à profit les quelques 3 mois ou 4 mois qu'on a perdu en amont pour effectuer cette rentrée des classes, parce que les résultats, on les a obtenus, les résultats du baccalauréat unique, on les a obtenus 2 semaines après ou 3 semaines après le baccalauréat. Je pense qu'il y avait un temps matériel suffisant pour procéder au croisement, pour effectuer les différentes orientations. Mais on ne se réveille en Guinée qu'à la dernière minute. Une question. Oui. Est-ce que vous êtes rapproché un petit peu des ministères en charge? Mais, pas du tout. Non, pas du tout, mais je lisais un article. Mais j'ai pas dit le contraire, mon cher ami. Mais attendez quand même. On n'a pas besoin de vous mentir en disant que je me suis rapproché, mais je fais confiance J'ai pas dit le contraire. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Je fais confiance à nos confrères de Guinée News. Je lisais un article sur la question où on dit, ils sont allés vers cette commission qui dit que elle est loin, très loin de finir l'orientation de ces étudiants. Dites-nous, chers membres de cette commission, combien de temps, combien de mois reste à étudier pour ces nouveaux étudiants qui vont devoir donc être orientés? Ils vont étudier jusqu'à quel mois? Est-ce qu'ils vont s'arrêter au même moment que les autres étudiants qui ont commencé les cours, ou bien on va prolonger leur année académique? C'est autant de questions qu'il faut se poser. Moi, je pense qu'il y a eu vraiment défaillance à ce niveau-là. On devait mettre à profit les 4 mois qu'on a perdu pour effectuer la rentrée, pour procéder à ces orientations. C'est assez grave. Jamais des responsables, Moussa, si tu me permets pour terminer rapidement, jamais des responsables de l'éducation de ce pays n'ont eu assez de temps pour organiser la rentrée scolaire. Ebola est venu certainement, mais il y a quand même 3-4 mois écoulés. Ils devaient mettre à profit ces 3-4 mois pour réorganiser le système scolaire. Vous parlez de rencontrer les autorités. On n'a pas besoin de rencontrer les autorités puisque les étudiants se plaignent. Aujourd'hui, je pense que l'éducation est stratégique dans un pays. Va-t-on pouvoir permettre aux étudiants qui passent à l'université cette année d'étudier pendant combien de temps? C'est la grosse question. Pourquoi les responsables de l'éducation ne communiquent pas sur les orientations des élèves? Et les élèves sont dans leur légitimité de se poser les questions, de savoir pourquoi ils ne sont pas orientés et combien de temps va prendre leur cours finalement cette année. Ce sont les questions légitimes. Ne mets pas le cœur en avant, allez-y, mon cher Moïse. On ne met pas le cœur, ce sont les questions légitimes. Je suis d'accord, voilà, des questions légitimes. Mais oui, encore quoi? C'est légitime. C'est légitime, c'est actuel. Et c'est important qu'on se pose des questions. C'est important que les étudiants, les prochains étudiants de l'université ruminent. C'est important qu'ils se disent, on ne sait pas comment ça va se passer. Pourquoi nous ne sommes pas orientés? Voilà, vous pouvez passer de l'autre côté, c'est votre rôle. Mais il y a beaucoup de plaintes. Il y a que les enfants ne comprennent pas. Il y a que les responsables en charge d'éducation doivent communiquer là-dessus. Il y a qui doivent travailler parce qu'ils sont payés pour ça. Ils ne sont pas payés pour aller s'asseoir dans les bureaux. Allez-y, Moïse. Oui, il y a, pour reprendre en même temps tes propos, il y a manque de communication. On ne comprend pas le retard à l'allumage. Mais moi, ce que je veux faire comme réflexion ce matin, c'est au niveau, bien entendu, de ces universités privées. Il y a lieu aujourd'hui de se poser la question. Je me demande si le problème ne se trouve pas au niveau de la répartition de ces étudiants, parce que ce sont des magots, parce que c'est une manne financière. Qu'est-ce qu'il faut donner à telle université? Qu'est-ce qu'il faut envoyer à telle autre université? Je pense qu'il y a ce calcul aussi qui est en jeu dans notre pays. L'État continue chaque année d'envoyer dans les universités privées, qui sont, comme me le disait quelqu'un un jour, ce sont des prestataires de services. C'est-à-dire l'État incapable de construire des universités privées, incapable de faire face à tout ce flux à chaque fin d'année, décide donc de les repartir entre les universités et contribue ainsi à avoir des universités poussées comme des champions chaque année. Ce sont des milliards qui sont engloutis par ces universités. Et notamment, lorsque vous fouillez dans le fond, au niveau de ces universités, vous vous rendez compte que la qualité de la formation, vous vous rendez compte que tout ce qui doit répondre aux normes est absent. Je pense qu'il y a lieu aujourd'hui quand même de réfléchir à ce que l'État puisse faire face à cette question des étudiants boursiers, mais de la manière dont la répartition est faite, je pense que ça donne lieu à de la spéculation et ça permet à des universités de pousser à tout bout de champ. Je pense qu'il serait possible un jour que Roby ou quelqu'un dans ce studio puisse avoir une université, on ne sait jamais. Voilà, allez, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. On va contribuer à tuer ce pays. On va évoluer, les gars. Voilà, vous nous apprenez, Moussa, accident, falsification des documents. À quand l'ordre dans le secteur? Vous posez cette question, Moussa Moïsila, allez-y. Oui, je pose cette question parce que vous vous souvenez certainement, il y a eu un grave accident du côté de l'aéroport de Conakry-Bessia. Un camion poubelle venant à toute vitesse de l'aéroport de Bambeto a fini sa course dans le pont parce qu'il est complètement tombé là-dedans et il a ramassé au passage
quelques véhicules qui étaient là. On parle d'un bilan d'un mort. Je pense que ça relance aussi la question du contrôle technique dans notre pays, mais en même temps de la pagaille qui réside dans le secteur des transports urbains. Il y a lieu aujourd'hui de se poser la question de savoir pourquoi l'État ne prend pas les mesures qu'il faut pour que nous puissions au moins avoir un centre de contrôle technique. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau du ministère des Transports? Pourquoi la décision? Parce qu'au niveau des transports, NCAD me disait que le chef de l'État lui-même avait donné des ordres pour qu'on puisse avoir au moins des centres de contrôle technique dans notre pays. Pourquoi cela n'a pas été fait? Moi, j'aimerais qu'on me réponde là-dessus, parce qu'on ne continuera pas à nous donner comme argument il y a eu la défectuosité du système de freinage. C'est ce qui explique cet accident. On me dira que voilà, on se souvient tous de ce qui s'est passé du côté d'Anta. On n'en tire pas du tout les leçons. Alors, non seulement on ne sait pas le parc automobile guinéen s'élève à combien de véhicules, on ne le saura jamais parce qu'il n'y a pas de contrôle technique. Non seulement il y a une... oui, mais il y a pas, on ne connaît pas. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui avec exactitude. Et il a parfaitement raison. Le parc automobile. Non, il n'y a qu'à rejoindre, il n'y a qu'à se référer, au nombre de véhicules immatriculés chaque jour. Si cela est fait dans les normes, je pense qu'on est à même de savoir. Lamine, je vais parler tout de suite du cadastre automobile, puisque vous parlez de ce cadastre automobile. Vous saurez la pagaille qui réside également à ce niveau, parce qu'il y a un exemple ici. Qu'est-ce que vous voulez me faire comprendre? Je vous fais comprendre. Je vais vous citer d'abord les conséquences. Non, attendez. Une question, Moussa. Oui. Tu penses qu'aujourd'hui en Guinée, on est capable de matriculer par exemple une voiture 3 fois? Oui. Ah bon? Oui, je pense que oui. La plaque d'immatriculation, par exemple, il y a une preuve là. Qui puisse avoir d'autres numéros pareils. Il y a une preuve ici, monsieur Lamine. Je pense que mais les véhiculs qui sont braqués, après on change les grandes gueules. Non, attendez. La question est de savoir, votre plaque d'immatriculation à Bakar, si c'est 5203 RC, je ne sais pas, est-ce que c'est possible d'avoir ces mêmes numéros? Allez-y à l'intérieur du pays, non, pas forcément comme ça, mais quand le véhicule est braqué, on fait une nouvelle immatriculation, voilà, ça fait deux plaques d'immatriculation pour le même véhicule. On ne prend pas en compte le numéro de châssis qui existe sur tous les véhicules. C'est la partie rigide du véhicule. Il y a des numéros là-bas qui sont normalement infalsifiables. Mais dans notre pays... On les efface. Non, normalement. Vous comprenez, parce que beaucoup de chauffeurs ne savent pas où ces numéros se trouvent. Je prends l'exemple ici de ce monsieur dont on parlait la fois dernière, LH Tiano Sadou, ce qui a poussé Djibril à donner l'expression mouton noir que vous n'avez pas étonnamment aimé. Je ne sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui... Il y a toutes les preuves qu'au niveau du cadastre, il y a de la magouille qui réside là. En 2008, par exemple, nous étions au niveau de la série H. En 2010, série J. Année 2012, série K. Vous vous rendez compte, avec le document que j'ai en main, vous avez ici... voilà. L'autorité chargée des transports routiers certifie que le véhicule ci-après désigné ne fait l'objet d'aucune inscription de gage. Regardez les numéros de châssis qui sont là. Ceux qui nous suivent du côté de la télé peuvent s'en rendre compte. On a pris le nom, on a changé le nom du monsieur, de Tiano Sadou Diallo. On a changé également, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont oublié que les séries, ça évoluait chaque année. Alors ils ont rétrogradé la série normalement qui devrait être mise sur le papier. Ils ont mis une série plus ancienne alors que ça ne répond plus à l'année. Comment est-ce qu'on peut se retrouver avec cette série alors que nous sommes en 2014? Même pas en 2013, on avait déjà dépassé cette série J. Nous sommes en 2015. On avait dépassé déjà cette série J. Alors, en falsifiant le document, ils ont mis la série J en mettant une année qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus en avance. Donc, sans prendre compte de cela. Mais où est-ce qu'on peut se procurer de tels documents? Comment on peut falsifier ces documents? Où est-ce que ça se fait? C'est la question que je me pose. C'est pourquoi je dis... Il y a des témoignages partout, de toute façon. Vous n'allez pas me dire comment c'est l'autorité qui a fait ça, Moussa. Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Soyez réaliste. Je suis réaliste. Mais quand on se permet dans ce pays... Moussa, laissez-moi poser cette question. Là, vous êtes rendu une seule fois à ce CADAC là, à ce service. Ben non. Mais il a la chance de ne pas y aller. Arrivé là, vous allez vous faire envahir. Non mais il a la chance de ne pas y aller parce que lorsque vous allez à ce CADAC, laissez-moi placer ça. Lorsque vous y arrivez, vous êtes accueilli par une nuée de personnes qui sont postées là, qui vous propose des services, donc qui propose d'immatriculer votre véhicule avec sur un document, avec des plaques moins chères à l'extérieur que quand vous entrez à l'intérieur de la cour. C'est une porcherie, une véritable porcherie. Je vais faire comme Titi, je vais te botter, tu vas comprendre ce que ça veut dire. D'ailleurs, pour corroborer avec les dires de Moussa quand il parle de statistiques
au niveau du parc automobile. Moi, je le rejoins parfaitement. Vous parlez de véhicules immatriculés. Combien de véhicules sont immatriculés en Guinée? Ça, c'est la grosse question. Mais combien de véhicules roulent en Guinée depuis 1900, je ne sais combien, qui ont même perdu leur plaque, dont le système de frein n'existe? Mais vous faites les gros yeux. Vous faites un tour à l'intérieur. Attendez, vous faites des gros yeux? Mais parce que t'exagères, c'est ça le délire en fait. Non mais je tombe des nues. Vous faites un tour à l'intérieur du pays. Il y a des véhicules qui roulent depuis des années, qui n'ont même pas de plaque de circulation, dont on ne sait même pas l'existence, même pas à l'intérieur du pays. Ça c'est partout. Je suis désolé. On peut appeler ça des voitures de collection. Voitures de collection qui font du transport en commun. Ce sont ces véhicules-là qui finissent souvent leur course dans les ponts, parce que tout simplement on ne peut pas les contrôler, parce que tout simplement ils n'ont aucune carte grise, ils n'ont aucune assurance, les chauffeurs n'ont pas de permis, les véhicules n'ont pas de plaque. Et même à Conakry ici, les taxis interurbains là, les taxis interquartiers qui font Koza, Bambeto et je ne sais quoi, il y en a plein ici qui n'ont même pas de permis, qui n'ont même pas de carte grise, dont on ne sait même pas l'existence. Au Kadak, ça existe dans ce pays. Donc je pense que c'est sérieux, et ce sont ces véhicules là finalement qui finissent leur course dans les autres véhicules, et ce sont ce genre de camions qui finissent leur course au bassin de Béchia, puisque c'est même pas un pont. Voilà. Je parle même pas de l'intérieur du pays. Bien. On me signale aussi qu'il n'y a jamais eu de série W. Ah mais écoutez, merci, mais parce qu'il y a une pagaille énorme, c'est ce que je vous disais. Écoutez, ce monsieur dont je parle, non seulement la gendarmerie a mis main sur son camion, mais également, puisque le camion était sous la vigilance de la gendarmerie, du côté bien entendu du centre émetteur, la brigade de recherche, on dépouille complètement le camion de ses pneus, on enlève des pièces du camion. Aujourd'hui, le camion reste là tranquillement et on falsifie complètement le document. Alors, je pense la suite à donner, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il faudrait... Est-ce qu'il a porté plainte, le monsieur? Il a porté bien entendu plainte. Du côté de la gendarmerie, silence radio. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que Non, je veux juste comprendre, Moussa. Pourquoi t'en prends pas? Non, je ne m'en prends pas. Parce que vous êtes un gendarme. Je sais qu'il a été reçu. Ce que je souhaite vous dire, la même Garassi, ce que je souhaite vous dire, c'est que je veux attirer l'attention. Je n'ai pas dit le contraire. Je veux attirer l'attention. Je veux juste comprendre la suite à donner à ce dossier. La suite à donner à ce dossier. Le camion. Le monsieur a porté plainte. Il a porté plainte. Bien. Du côté de la gendarmerie, on ne se bouge pas. Rien, aucune communication pour l'instant. La seule chose qu'ils ont à dire, on n'a pas aimé l'expression mouton noir, nous on n'a pas de mouton noir ici, mais je pense que la question ne se trouve pas là. Vous avez eu vent de cette information concernant le camion, vous avez mené des recherches, vous avez eu le camion, vous vous êtes rendu compte que le document a été falsifié, vous n'avez rien fait, on a arraché les pneus du camion, le monsieur court toujours derrière les pièces de son camion, vous ne faites rien du tout. Je pense qu'il y a lieu aujourd'hui que la gendarmerie s'explique. La responsabilité de la brigade de recherche de Kipé n'est pas occultée dans cette histoire. Et également du côté du cadastre automobile de notre pays, commissaire Sarr est forcément à l'écoute de cette émission, il faudrait qu'il prenne ses responsabilités. On est fatigué qu'on nous dise que c'est Dieu qui a fait, parce que les accidents de circulation sont très souvent assimilés à la volonté de Dieu qui tue ses petits-enfants. On en a marre de tout cela. On en a marre également que du côté du ministère des Transports qui ne prennent aucune responsabilité face à ce que le chef de l'État a donné comme ordre pour reprendre le service de contrôle technique dans notre pays. C'est honteux que nous soyons le seul pays dans le monde, voire en Afrique, à ne pas disposer d'un centre de contrôle technique. C'est honteux également. On en a marre qu'il y ait cette guerre entre, comme on l'appelle, Civita et Sokotak, et que sais-je encore. On en a marre que pour des miettes, des vies humaines soient arrachées à chaque fois qu'il y a accident de circulation. La Guinée doit avoir honte de ne pas disposer d'un centre de contrôle technique. Voilà, c'est un journaliste citoyen, tout simplement. Les grandes gueules. Les grandes gueules. Nous partons du côté de Cancan, du Rififi, ce week-end, autour de l'interprétation des textes de loi. Ça veut dire quoi, ça, écoutez, je pense que quand... Beaucoup de remous. Ahmed Sékou Traoré, quand il est passé ici... Bon Dieu. Et il n'a pas voulu crier. Alors là, lui, Abakar, quand même. Allez-y. Non, mais je ne voulais pas les chats qui dorment. Bien. Croyez-moi, ce monsieur est quand même, rien qu'à dire, rien qu'à avoir le courage de dire que ça va pas très bien dans son parti, que son parti ne se porte pas comme un char. Je pense que c'est un courage qu'il faut lui reconnaître. L'exemple est venu, la preuve est venue ce week-end du côté de Cancan, où on a failli se crêper le chignon, passez-moi l'expression. J'ai dit, le secrétaire général de la section de Timbo a été, selon mes informations, frappé par une cohorte de femmes au lieu où devait se tenir le congrès qui a été finalement annulé. Il s'appelle Massa Sekou, je maîtrise pas tout son nom, mais selon mes informations, hier il a été alité du côté d'un hôpital parce qu'il s'est fait battre par les femmes.
Parce que Certainement, Les femmes de RPG Arc-en-Ciel. Absolument. Parce que du côté des Kabada, on n'a pas aimé que les gens viennent de l'autre section, la section Timbo, pour venir s'ingérer, fouiner leur nez dans leurs affaires internes. Ouais. Alors j'explique. Il y a cette section des Kabada qui est la plus grande section du côté de Kankan. Il faut savoir que Kankan, c'est quand même un bastion consolidé du RPG Arc-en-Ciel. Dit-on. Consolidé? Dit-on. Bien sûr, mais Dit-on. c'est comme l'abbé quand même. Les grandes gueules. Vous avez vu les images de l'arrivée ou du passage de la cellule de Diallo du côté de l'abbé ce week-end. C'était assez grandiose. On a vu les mêmes images quand le président était parti. Donc voilà, ça n'explique rien du tout. C'est curieux. Non, mais- On appelle ça comme ça. Mais attendez quand même. Attendez quand même. Abakamba. Pas extrapoler, Bien, on va hein. bien. Les Vous grandes gueules. n'allez pas quand même tutoyer l'histoire de cette façon. Ah ben, je ne te Jusqu'à tue pas l'histoire de preuve- cette jusqu'à façon-là. preuve du contraire. Je suis en train de te dire, Abaka Diallo, Oui. que les militants en Guinée-Conakry, Ouais, mais- je suis désolé, nous avons des militants cosmopolites. Non, mais ce C'est que je cela. leur dis, Voilà. ce que je Quand leur dis les mili- aussi. Attendez, vous avez vu le président ce week-end du côté de mais Mambeto bien sûr, Abaka mais Diallo? attendez. Qui l'aurait cru? Parlez du président. Qui l'aurait cru du Mais côté? attendez. Bien sûr que tu parles du président, évidemment. C'est rien, tout Ah ça ben. c'est du vent. Ah Le ben. président qui vient, c'est pas comme un leader politique qui vient. Mais certainement, on vous dira que d'autres leaders sont passés à Kankan. Mais Kankan. Je ne parle pas de Kankan, je te parle de Bambeto. je Il a connais prié. les- Il a prié vendredi à Bien. Bambeto. Mais bien sûr, Alors. j'ai vu les images à la RTG. Voilà. Mais c'est le président de la Donc ne République vous qui basez vient. pas sur ça, Abaka Diallo. Quand le président de la République se Allons-y à déplace, ce Kankan. sont des badauds, ce Bien. sont des curieux qui se Voilà, massent là ouais. pour voir comment les choses se passent. Mais sur le plan politique en Guinée, il y a des bastions consolidés qu'il faut reconnaître à certains partis politiques. Si vous Absolument. FDG, c'est la moyenne Absolument. Guinée, Kankan Sigri, vous n'allez pas me dire le contraire. Il y a Je Kouyaté parle- aussi qui est là du côté de Kankan. Il y a- Kouyaté, Oh. PEDN. Oui, le PDN, qui tente d'exister. Oui, c'est vrai. Du côté de. Non, mais bien sûr. C'est dramatique. Les grandes gueules. Arrêtez Le tout PDN. ça. Allez-y, Arrêtez tout ça. Allez-y, Abaka. Parlons de ce qui nous intéresse. Bien. Je parle de cette Ouais, parce que tu section. te perds un peu en Ah, ben Pas oui. du tout. Vas-y. Pas du tout. Je parle de cette section, la plus grande section Kabada, où le secrétaire général a été promis préfet du côté de Mandjana. Alors, il s'est agi donc de lui trouver un successeur, un remplaçant. Alors, au niveau de Kankan, on ne s'est pas compris sur l'interprétation des textes qui régissent le fonctionnement du parti. Je pense que c'est un problème sérieux aujourd'hui auquel le RPG est confronté. Parce que si on en est arrivé pratiquement à se crêper le chignon du côté des Kankan autour de qui doit remplacer le secrétaire général, c'est qu'il y a vraiment problème en ce qui concerne l'interprétation des textes de loi. D'un côté, il y a ceux qui pensent que il y a le principe de décalage qui doit être respecté. Oui. Quand le secrétaire général, quand il y a vacance de poste au niveau du secrétariat général de la section, c'est le secrétaire politique qui doit venir, ainsi de suite, le secrétaire politique, le secrétaire administratif. Alors, sur le cas d'espèce de la section Kabada, le secrétaire général étant donc parti à Mandiana comme préfet, le secrétaire politique qui devait le remplacer était à une santé fragile, et il a en même temps DPE, il a décliné l'offre. Donc, dans l'ordre normal des choses, c'était le secrétaire administratif qui devait venir, un certain Abdoulaye Touré. Ouais. Mais de l'autre côté, sur les 25, parce qu'il faut comprendre qu'une section au niveau du RPG Arc-en-Ciel comporte 25 membres. Ouais. 19 membres statutaires et 6 membres qu'on appelle des membres de droit qui proviennent des structures parallèles du parti. Alors, il y a cet autre militant, un certain Sidiki Keita, qui donc... Sekou Keita. Sekou Keita, Voilà, ou Sidiki secrétaire Keita, général donc de la section voilà, RPG qui de Timbo. prétendait donc vouloir non, vous rappelez le nom de celui qui a été battu par les femmes. Effectivement. Alors Sidiki Keita aussi, Ouais. qui est président des cadres du RPG Arc-en-Ciel du côté des Kabada, donc qui provient d'une structure parallèle, qui est membre des droits, donc a voulu aussi prétendre à la chose, au poste de secrétaire général de la section. On lui a dit que non, c'est pas possible, le principe de décalage ne devrait pas lui bénéficier. Alors, on a pensé à organiser un congrès pour pouvoir donc départager les deux. Le coordinateur régional, Dr Oumar, qui était aux États-Unis quand il est rentré, il a appelé à ce congrès. Mais ce congrès donc était prévu pour hier dimanche 22 février. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé le week-end samedi pour que ce congrès soit annulé? Ouais. Parce qu'à mon avis, quand on ne s'entend pas... Il y a un souci là, Abaka Diallo, parce que là, Junior qui nous envoie ce message à dire quel congrès à Kankan, foutez de ce Mais foutaise. bien sûr, je vais vous expliquer. Ouais. Parce qu'il y a des problèmes. C'est des frustrés. Ceux qui ne voulaient pas que ce congrès se tienne, on dit non, si ce congrès... Donc c'est le camp de la Junior Je vais vous Condé. expliquer, Les oui. grandes gueules. Je vais vous expliquer. Ouais. Ceux qui ne voulaient pas que ce congrès se tienne, on dit non, si on donne l'occasion que ce congrès se tienne, c'est comme si on ouvrait une boîte de Pandore. Parce qu'au RPG Arc-en-Ciel, un congrès ne s'est pas
tenu depuis des années. Donc, si on commence à partir de Cancan, ça veut dire qu'il faut aller sur toute l'étendue du territoire. Donc, c'est assez compliqué. Le RPG Arc-en-Ciel est déjà en ordre de bataille pour la présidentielle de 2015. Alors, donc, on ne voulait pas qu'on aille à ça. Mais il y a comme un chevet qui est tombé dans la soupe le week-end parce qu'on a dit que c'est Talibi Dabo qui le roi soleil de Cancan, voilà, qui aurait appelé Dr Diané ou un certain Ballot pour leur dire qu'il y a des tensions vives autour de la tenue de ce congrès et qu'il fallait vraiment annuler. Donc c'est pourquoi ceux qui tenaient à ce congrès n'ont pas aimé que ce soit Talibi Dabo qui est responsable des mouvements de soutien. Quand même, il faut le rappeler, il n'est membre d'aucune structure du RPG Arc-en-Ciel, ni du côté des Cancan, ni au plan national. Ils n'ont pas aimé que ce soit lui qui agisse de la sorte pour conduire les premiers responsables du parti au niveau national, donc à annuler ce congrès. Hier, les gens étaient déjà massés au lieu où le congrès devait se tenir. Les représentants des 8 sections, des 8 sous-sections de la section de Kabada avaient fait le déplacement. Le congrès n'a pas eu lieu. Les esprits étaient vraiment vifs. C'est pourquoi quand Massa Sekou qui est venu de Timbo a été vu dans la salle et les femmes se sont pris à lui et l'ont battu. C'est très grave. C'est très grave, Abaka. Parce que ce qui se passe du côté de Cancan, je veux dire, c'est aujourd'hui sur le plan national, à RPG Arc-en-Ciel, on appelle les RPC, en fait, si tu veux, originel, si tu veux. Les Live Juniors, ce sont les arc-en-cielistes, si vous voulez. Parce que voilà, ils se sont mêlés un petit peu dans la danse. Il n'y a pas de RPG Arc-en-Ciel. Parce que Talibi Dabo, j'ai écouté des sons qu'on m'a envoyé de Cancan. Il a fait le tour d'un certain nombre de sous-préfectures de localités où il a fait des communications en direct sur une radio dont il dispose désormais à Cancan, Baobab FM. J'ai écouté, il est allé dans une sous-préfecture qui s'appelle Mankono où il a dit, il a présenté ce monsieur, un certain Abdoulaye Touré, à ses hôtes pour dire que, en ce qui concerne la section de Kabada, voilà ce monsieur qu'il faut écouter. Toute personne qui viendrait donc parler au nom de la section Kabada. Non, attendez, c'est important ce détail-là. Quand il dit, j'ai écouté en langue vernaculaire maléké, il dit, celui qui doit venir parler au nom de Kabada, c'est bien ce monsieur Abdoulaye Touré qui l'a présenté, mais pas une autre personne. Moi je me pose la question, je n'ai rien contre ce qu'il fait ce monsieur du côté des Cancan, mais de quel droit, au nom de quel principe, ils se sont forts de quelque chose, bien sûr, je suis d'accord, en quelle qualité il agirait comme ça? Je suis d'accord avec toi. Si il n'est que responsable d'un mouvement de soutien. La géopolitique de notre pays, on ne peut faire aucune spéculation là-dessus, puisqu'il est clairement établi que la configuration politique veut que la Basse-Guinée soit le bastion de l'UFR, la Haute-Guinée soit le bastion de Lansana Kouyaté, du RPC comme vous le dites, oui, et du RPG Arc-en-Ciel, sans tenir compte des petits mouvements qui sont mais c'est grave. Appelez-moi là, Junior Condé, s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi il se tape je veux dire la portune ce matin. Appelez-le s'il vous plaît, mon cher Idi. Allez-y. C'est pourquoi il y a cette laisse-moi placer ça parce qu'il dit qu'il est fier d'être du Arc-en-Ciel qui a donné le pouvoir. Allez-y, mon cher. Voilà, donc vous comprenez qu'au sein de cette formation politique aujourd'hui, il y a énormément de problèmes parce que il y a beaucoup de clans qui se sont formés là-dedans. Il y a un émiettement total de ce parti-là, de ce parti originel. Donc je pense qu'aujourd'hui, si les femmes ont décidé de prendre les poings et de botter les fesses d'un des responsables de ce parti-là, c'est parce qu'il y en a marre. Mais oui, il y en a marre. Il y en a marre. Voilà. Et je vais vous dire une chose. Dans un pays, lorsque les femmes décident de prendre le rôle des hommes, ça va chauffer. Hein. Bien, merci beaucoup. Allez, Moussa, pour clore. Oui, au moins j'apprends que ce matin qu'il y a des hommes aussi battus. Il faudrait qu'on crée cette association dont on entend parler. Toujours dit ça, oui, c'est vrai. Mais en même temps, le chef de l'État sait bien qu'il a affirmé la fois dernière à l'occasion de l'inauguration du Diamant Plaza ou du Magladison Gate. C'est bien qu'il a dit, je passerai un cacao le chantier. 2015. Mais monsieur le président, oui, mais les mains. Voilà. Mais monsieur le président, je pense comme on le disait, il y a lui aujourd'hui qu'il passe d'abord un coup KO au sein de son propre parti politique. Dans son propre RPG, il faudrait qu'il gagne, qu'il remporte d'abord les élections au sein de son RPG avant de vouloir briguer ou remporter une quelconque élection à la tête de façon Je suis d'accord, parce qu'il y a des agités. Parce qu'il y a des agités, parce qu'il doit d'abord conquérir des militants frustrés, la division, la fracture au sein de son parti politique. Il n'y a plus de secret là-dessus. Monsieur le Président, faites campagne au sein d'abord du RPG, ensuite vous irez vers les autres militants. Quelqu'un m'a dit qu'il doit d'abord reconquérir son parti politique. Voilà, c'est bien cela. Lui, il est frustré. Là, Junior Condé, bonjour. Oui, bonjour Lamine. Vous revendiquez de l'arc-en-ciel. On sait que
le RPC aussi existe, sans parler de l'émiettement au sein de votre parti. Aujourd'hui, là, Junior Condé, puisque vous êtes une grande gueule, vous le revendiquez clairement, qu'est-ce qui se passe au sein de la formation? Ouais, parce que vous le dites en même temps, foutez de ce foutage du côté de Cancan là. Parlons vrai ce matin, là, Junior Condé. Ce sont les... Non, c'est pas ça. Lamine, comme à mes habitudes, je suis la grande gueule. Vous savez, c'est mon petit déjeuner. Je n'ai même pas bu mon café encore. J'ingurgite d'abord les GG avant de prendre mon petit déjeuner. Bon appétit. Ça facilite la digestion, hein. Allez-y, là, allez-y. Non, mais c'est pas ça. Je suis dans la circulation. C'est pas ça. Ça fait un acharnement. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait 2 semaines que vous n'avez que RPC, RPC. Moi, on attendait mieux. C'est parce qu'il y a des problèmes au sein du RPG. On attendait mieux. Ce qui s'est passé à Cancan, M. Condé, vous ne pouvez pas le nier tout de même. Non, mais je nie absolument tout. J'apprends qu'il y a eu des problèmes à Cancan parce que je suis souvent... Les GG me servent de boussole. Je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé à Cancan ce week-end. Ce week-end, nous étions endeuillés avec la disparition de... Alors là, Junior. Vous savez. Ouais. Donc, alors là, Junior. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de là, Junior. J'aimais parler que du RPC. Oui, mais là, Junior, attendez. Soyons clairs ce matin, soyons vrais, soyons hommes. Vous avez écouté ici, la semaine dernière, il y a un jeune, Ahmed Sékou Traoré, qui est venu dans ce studio, qui est du RPG, qui a relevé. Non, mais écoutez les questions. Qui a relevé qu'il y avait des problèmes au sein de la formation politique. À cela s'ajoute la grosse couac du côté de Cancan. C'est vrai que c'est votre rôle de le nier, mais aujourd'hui, ce qui a un véritable problème au sein de votre formation, si vous le dites pas, il y a d'autres qui le disent, hein. Ouais, ben, non, attendez, il n'y a aucun problème au niveau des structures du parti. Vous savez, ce qui me déçoit un peu, cela fait 3 semaines que le RPG, au niveau du bureau politique, nous nous réunissons suite à la demande d'une frange de cette formation. Nous avons fait des résolutions où nous mettons le parti en ordre de bataille. Moi, j'ai été très content parce que s'il y avait eu fuite de ce côté, puisque vous êtes mes amis, toutes ces résolutions-là, je pense que il y a certaines personnes mal intentionnées qui auraient tout fait de m'accuser que j'ai filé l'information à mes amis. Quelle information? Mais je ne vais pas vous le dire. Mais puisque vous le dites déjà à l'antenne, allez-y jusqu'au bout. Mais attendez, allez-y, justement. On va pas manger ça dans votre bouche, quand même. Ouais. Non, il n'y a pas à manger dans notre bouche. Je dis tout simplement qu'il y a 3 semaines que nous avons pris des résolutions. Nous avons fait des mémos en l'adressant à qui de droit. Le parti est en pleine mutation pour se mettre en ordre de bataille. Donc, c'est ces agissements-là qui ont des conséquences sur certains de nos sections. Ahmed Sékou Traoré l'a bien souligné ici, là, Junior. Il a dit que c'était à l'initiative du chef de l'État qui était très fâché contre l'establishment ce bureau politique qui était très en colère et qui aurait demandé réveillez-vous les gars. Et c'est à l'issue de tout cela que... Il a tout faux. Comment le chef de l'État peut être fâché après nous? Lui-même, il a fait son mea culpa. Il aurait dit qu'il ne réunit pas souvent le bureau politique national. Oh non, ça c'est des escaphandres. Moi, je ne suis pas dans Alors, comment expliquez-vous que des jeunes de votre parti décident de prendre à bras le corps leur courage pour venir dans les médias et dire qu'il y a des problèmes au sein de votre formation? Si vous prenez ça pour un courage, je ne peux que... oui, c'est un courage, mon ami. Voilà. Mais quel courage? De toute façon, ils n'ont pas le monopole de cela. À chaque fois que vous nous interrogez, à commencer par moi-même, je dis souvent, de temps à autre, les problèmes qu'il y a au sein de cette formation, comme dans toutes les grandes formations politiques, il y a des problèmes. Là, Junior, je disais que quoi qu'entre Cellou Dalein et Mamadou Raouli à nouveau, vous n'en parlez jamais. Juste pour comprendre, quand vous dites qu'il y a des problèmes comme toutes les grandes formations politiques, ça veut dire il y a un problème de leadership, c'est bien cela. Le chef ne tape pas sur la table, c'est bien cela. Osons dire les choses là, Junior Condé, quand même. Non, le problème n'est pas à ce niveau. Je voulais juste intervenir par rapport. Le problème, c'est à quel niveau alors, là, Junior Condé? Non, le problème de Cancan, je me suis offusqué. Je ne parle pas du problème de Cancan, je parle du problème de RPG en général. Vous l'avez dit tout de suite là, Junior Condé, quand même.
J'ai comme l'impression que l'ingénieur veut nier l'existence du soleil en plein midi. Oui. Vous n'allez pas quand même nous dire, vous n'allez pas quand même nous dire que à Kanka il n'y a pas eu de problème ce week-end. Vous voulez, moi je ne peux pas l'accepter. Ouais. Comment l'existence du soleil? Vous voulez prouver qu'il y a des problèmes au sein d'un parti qui s'apprête à rempiler sur un second mandat? Nous on ne peut pas vous l'offrir sur un plateau d'or. Arrêtez de raconter vos vies. Là, il faut qu'on soit réaliste quand même. Vous avez dit vous-même tout à l'heure. Vous avez dit il y a un instant qu'il y a un problème. On veut savoir, le problème c'est quoi exactement? Est-ce que c'est un problème de leadership? Vous n'allez pas me dire quand même que c'est les militants qui se rebellent à chaque 2 minutes. C'est pas possible. Voilà. Non, c'est un problème structurel tout simplement. Nous voulons maintenant que le parti ait un leadership, un collège de dirigeants pour essayer de rebooster les structures, et c'est ce que nous avons consigné dans un mémo. Mais finalement, vous avez lâché le morceau. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est le nœud gordien du problème. Allez, là, Junior Condé, merci beaucoup en tout cas d'être intervenu dans cette émission ce matin. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes arc-en-ciel. Hein? Ah ben oui. Et nous sommes fiers de cela. Et fiers. Il l'a dit, hein, là, Junior Condé. Eh bien, ce soir, tu vas avoir des problèmes là, hein, ça c'est sûr. Hein. Et les combats vont continuer. Les combats vont continuer. Vous savez, il y a le vrai RPG hein, qui n'aime pas du tout qu'on parle trop d'arc-en-ciel. Ben, vous le savez très bien aujourd'hui que là, Junior Condé Arc-en-Ciel, notre notoriété a transcendé les frontières. On verra bien. L'objectif là, Junior, c'est de piétiner l'originel RPC. Non, ce n'est pas de piétiner l'originel RPC, c'est de respecter les textes de loi. Il y a eu une convention où le RPG a été égorgé. Le PNDD a été égorgé, le parti de François Fall a été égorgé. Nous avons formé ce qu'on appelle le RPG arc-en-ciel et chacun doit y tenir. Autrement, ça va exploser, c'est tout. Ben voilà. En tout cas, il prévient, hein. Là, Junior Condé. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Au début, tout était tranquille. Et voilà du nouveau sur le marché du lubrifiant. Dr Stark, fabriqué en Allemagne et importé par l'entreprise TMI qui en est le partenaire exclusif en Guinée, l'huile de moteur Dr Stark, c'est pour les véhicules diesel ou essence et elle est conçue pour parcourir jusqu'à 12 000 km avant de faire une autre vidange. Il y a différentes qualités conseillées spécialement pour les boîtes à transmission automatique et d'autres qui protègent le circuit de refroidissement. Elle assure le transfert de chaleur et protège le moteur contre la rouille, le gel, le chauffage et la corrosion. C'est aussi un liquide de frein pour les véhicules à boîte mécanique et à boîte automatique. Retrouvez l'huile de moteur Dr Stark dans toutes les stations TMI et tous les points de vente à Conakry et à l'intérieur du pays. Pour plus d'informations, contactez-nous au 622 22 37 73, 628 70 46 48, 622 20 08 89. Avec Dr Stark, c'est la garantie de vos moteurs. Voilà, Abakadjale, il ne fallait pas toucher ce dossier, hein. Franchement, beaucoup de messages. Eh bien, sur notre plateforme, on va s'intéresser dessus. Hein. Oui, Domani Doré qui réagit ce matin. Un parti qui réussit à passer du RPG au RPG arc-en-ciel est progressiste, les gars. C'est que réel, ancien, nouveau n'est pas une fatalité, mais en faire un créneau pour certains, c'est dommage. Elle le dit, elle signe, Domani Doré. On a la Junior, hein, voilà, je pense que il était à l'antenne il y a un instant, donc il disait foutaise sur foutaise. On a aussi Tata Kourou, qui intervient ce matin. Il y a une réponse aussi du côté de la gendarmerie nationale. Tu peux pas me dire que je suis un gendarme, hein, mon cher ami. Attention, le commandant, quand même, commandant de la mine. Est fier. Où est le galon? Est fier. Allez, attention, le camion est confié à la brigade par la justice. Oui, parce que l'affaire est finalement en instruction du côté du tribunal de première instance de Dixine. Ils ne nous apprennent rien. Absolument. Voilà. Absolument. Allez, on va aller sur la plateforme de l'autre côté avant de marquer la pause. Hein, voilà. Kobada. Qu'est-ce qu'il dit? Kabada. Voilà, Kobada Kabadi. Je pense que c'est du bidon. Je pense que ce n'est pas RPGiste quand même. Aziz qui nous envoie ce message en direct. Il y a cet autre message aussi. Hein. Salut les GG. Roby a raison. Nous les bacheliers, nous attendons les résultats de l'orientation au bout de l'infini. Le gouvernement est incapable. Voilà. Cet autre message. Bonjour les grandes gueules. Roby a raison. La mine est vraiment un commandant ce matin. Et ben voilà, il n'y a pas de problème. C'est dans Sokodon qui nous envoie ce message du côté de Taouia. On a vécu un cas horrible hier sur la route de Kindia, Koya, précisément à Mambia, où un gros bus en partance pour Cancan voulait éviter un trou
juste, voilà, le message n'est pas venu au complet. Sinon, voilà. Allez, on va essayer de revenir dans un instant. Mais parler de Afia, c'est bien cela. Non, j'ai voulu poser cette petite question du côté du Afia Football Club. Pourquoi ne pas faire confiance aux locaux finalement? Je pense que tout le monde a suivi le feuilleton des départs en cascade des Brésiliens, à commencer par l'entraîneur Dumas jusqu'aux 3 joueurs brésiliens. Et finalement, ce Afia complètement relooké, qui donc arrive à coiffer au poteau l'AS Kaloum, le champion en titre. Hier, c'était au stade du 28 septembre. Moi, je pense que KPC doit apprendre à faire confiance à l'entraîneur en second, qui est un entraîneur guinéen, qui est un ancien international guinéen, Pascal Badouzaki. Je pense que c'est ce monsieur aussi qui a tiré le Afia de la seconde division à la première division après la démission du premier entraîneur. Je pense qu'aujourd'hui, ce monsieur qui a repris le club en main et déjà avec sa première sortie, il signe une victoire nette, éclatante contre le champion en titre et Afia a complètement dégagé des 3 Brésiliens. Ça veut dire qu'il y avait problème de coordination, de management. Les Brésiliens qui ne parlent pas la même langue que les joueurs locaux. Je pense qu'il faut commencer à faire confiance aux locaux. Pourquoi pas? Non, mais je pense que c'est ce qu'il essaye de faire. J'ai pris langue avec Kelfala Personne Camara, alias KPC, sur ce dossier-là, qui disait qu'on abuse un peu de sa confiance dans ce dossier-là, parce que certainement ils ont recruté des Brésiliens qui sont venus, qui les a logés d'ailleurs au sein du Novotel. Donc il y a à grands frais. Il a dépensé énormément d'argent pour ces Brésiliens-là qui devaient venir rehausser un peu le niveau du football guinéen. Et il s'est rendu compte que finalement le résultat était nul. Et donc je pense qu'il avait projeté lui-même de restructurer profondément son club. Mais KPC, il a de gros soucis, parce que s'il faut balancer de l'argent comme ça, parce que tout simplement on veut se montrer et tout, là il y a un problème. Disons les choses. Disons les choses, c'est important. Pourquoi prendre un entraîneur ivoirien ou brésilien, pardon, faire venir, si on prenait, Baka Diallo l'a dit tout de suite, cet entraîneur qui est en train de faire l'exploit aujourd'hui, il y a un moment, c'est bien, je peux comprendre qu'il y a quelques concurrences entre, si vous voulez, le trio. Je peux comprendre cela, mais il y a un moment, je pense qu'un club se construit sur la base, c'est très important. Il n'est pas le plus possible de faire confiance à ceux qui ont plus d'expérience que nous. Je pense qu'il ne faut pas avoir honte de cela. Mais le résultat est là aujourd'hui, Moussa Moïsi là. Je peux comprendre de toute façon. Allez-y, Roby. Il n'est pas sport. Alors là, pas du tout. Allez-y, Roby. De toutes les façons, il paraît évident que la troïka du football guinéen sont en pleine concurrence. On a vu le Oroya qui allait gagner du côté de Bamako. On a vu aussi la Escaloum, c'est ça, de Bouba Sampi, qui avait amené un entraîneur belge. Si j'ai une bonne mémoire, ça n'a pas marché. Je pense qu'aujourd'hui, il est clair qu'il tire des leçons. Il tire des leçons et en même temps qu'il faut faire confiance aux entraîneurs locaux, puisque le Congo nous l'a bien prouvé en Coupe d'Afrique, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa d'ailleurs, qui est allé très loin dans la compétition. Autant il faut aussi faire confiance aux footballeurs locaux qui font de belles prestations, puisqu'on s'est rendu compte qu'à la Coupe d'Afrique, la Guinée a brillé par la performance de certains joueurs locaux, notamment comme Koufour. Absolument. Donc, je pense qu'aujourd'hui il est important que ces gens-là, au lieu de nous amener des entraîneurs australiens, je ne sais quoi, pour en faire de la pub, il est important qu'on fasse confiance aux locaux, qu'on mette des moyens au niveau national, et c'est en ce moment-là que notre football sortira de l'ornière. Tout comme il est important aujourd'hui que la Fédération guinéenne de football se penche, cette pourriture se penche sur la question, sur la question des footballeurs locaux qui évoluent dans ces clubs comme Oroya, comme AS Kaloum, comme Afia Football Club, qui font du bon football, puisqu'allez-y regarder le championnat, ça prend de la hauteur. Ouais, ça prend de la hauteur. Et tout ça grâce à Antonio Soirée, disons les choses, c'est important. Allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs, avec entre autres le secrétaire général de la COSATREG qui va intervenir dans cette émission, Yamoussa Touré. Niet, on menace le gouvernement, en tout cas d'ici le 6 mars, si rien n'est fait, grève générale, ça va commencer à bouillir. Et Ousmane Gawal aussi, qui s'est dit menacé, on va en savoir un peu plus dans la deuxième partie de l'émission. Mangian Sidibé, qui va s'exprimer aussi chez les GG ce matin. Toute l'équipe, dans moins de 10 minutes, on se retrouve. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton
sur Radio Espace. Très nombreux à nous écouter du côté de Kindia sur Kania Zik FM. Merci de votre fidélité. Nous allons continuer notre émission. Je le disais tantôt, de folles rumeurs font de lui une top au service du pouvoir en place et plus particulièrement du président Condé. Les mêmes rumeurs veulent que son séjour prolongé dans la capitale sénégalaise trouve son explication dans l'exécution d'une certaine mission commandée au service du pouvoir d'Alpha Condé. Et comment réagit-il à ces rumeurs? C'est entre autres des questions que nous nous posons ce matin. Mandian Sidibé, vous allez l'écouter ce matin chez les GG. Qui en veut à Ousmane Gawal Diallo? L'élu, en tout cas des populations de Gawal, dit recevoir depuis quelques jours des menaces de mort via des numéros masqués ou étrangers. Le concerné, lui, croit savoir que ces menaces viennent de militants de la mouvance présidentielle. Qu'est-ce qu'il nous vaut de telles menaces? Entre autres, des questions que nous nous posons ce matin. Ousmane Gawal, vous allez l'entendre dans un instant sur Radio Espace. Je vous en parlais aussi avant la pause. Réajustement des prix des hydrocarbures à la pompe. 3 centrales syndicales, en l'occurrence l'ONSLG, la COSATREG et la CGFOG, donc exigent du gouvernement que le litre de carburant soit vendu à 6 000 francs guinéens, conformément à la baisse du prix du baril sur le marché. Nous avons en direct donc Yamoussa Touré, secrétaire général donc de la COSATREG. Yamoussa Touré, bonjour. Bonjour, monsieur Gérard. Alors, monsieur Yamoussa, vous allez couper votre radio, sinon vous allez mettre du temps à entendre ce qu'on vous pose comme question. Voilà. On peut dire c'est du bluff ou bien vous allez passer vraiment à l'acte, parce qu'on le sait très bien, le gouvernement ne va pas du tout céder. On le sait jamais, Voilà. Oui, d'abord, je vous remercie pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur votre médium. Et comme vous le savez, ce problème de diminution du prix du carburant à la pompe est un problème citoyen, un problème social. Il faut que nous comprenions que les populations ne sont pas des martiens. Nous avons les pieds sur terre, nous appartenons à un État, à une nation. À notre avis, le gouvernement doit comprendre la souffrance du peuple. Quand le carburant diminue de façon internationale, de façon mondiale, et quand bien même les pays qui nous entourent ici, tels que le Mali, qui vend aujourd'hui le carburant à 7 840 francs, la Sierra Leone à 5 000 francs guinéens, le Libéria, soit, disons, 0,89 $, soit 6 200 francs guinéens, le Togo vend son carburant à la pompe aujourd'hui à 6 860, le Burkina, qui est un pays continental, à 7 770 francs guinéens. On ne comprend pas pourquoi la Guinée ne pourrait pas, le gouvernement guinéen n'accepte pas. Monsieur Touré, c'est très intéressant ce que vous dites ce matin. Mais on aimerait savoir où vous étiez lorsque ces négociations se menaient. Il y a eu d'âpres négociations pour aboutir à cette petite diminution. Où vous étiez? Et on a vu Amadou Diallo pour enchérir la question de Moussa Moïse. On a vu Amadou Diallo sortir à la télévision, lire un communiqué laconique pour dire que le travail allait reprendre et que voilà, tout le monde s'est mis d'accord sur ces prix. Alors, je vais vous rassurer. Une organisation syndicale comme notre unité d'action composée de l'ONSLG, de la COSATREG et de la CGFOG, et je vais le dire qu'une organisation syndicale ne vaut que ce que valent ses dirigeants. Écoutez, nous sommes des syndicalistes. Clair, qu'est-ce que vous voulez dire exactement, M. Touré? Non, mais attendez, voilà, allons droit au but. Nous avons la doctrine syndicale en nous. Bien. Et nous avons toute la stratégie possible pour négocier avec ce gouvernement, mais qui utilise parfois de la discrimination, Monsieur Yamoussa, franchement, monsieur, vous la table, comprenez, attention. Allez-y. Comprenez-moi, attendez que je parle. Notre unité d'action doit être écoutée, c'est extrêmement important, parce que nous sommes des syndicalistes avisés, syndicalistes professionnels, qui ont une doctrine, la doctrine syndicale. Et je voudrais vous dire, nous demandons la diminution du prix du carburant à 6 000 francs à la pompe, et cela est réel. Si toutefois le gouvernement n'accède pas à notre revendication, alors nous allons déclencher une grève, cette fois-ci avec les corporations, mais ça sera une grève sociale.
C'est extrêmement important. Donc, il faut bien vous n'avez pas répondu à la question de Moussa Moïsila. Où vous étiez, votre union syndicale composée de ces 3 centrales syndicales, où étiez-vous au moment où on négociait ce réajustement à 9 000 dîmes? Voilà, mais il ne voudra jamais cela, il faut qu'il le dise. C'est bien de se bomber un petit peu la torche, c'est-à-dire, ouais, on va faire ci, on va faire ça. Non. Le problème aujourd'hui, c'est un petit peu comme la société civile. Personne n'a confiance à ces syndicalistes. Disons les choses. Il élève le ton ce matin, il pointe du doigt l'autre centrale syndicale et il dit que le mouvement syndical ne vaut que ce que valent ses leaders. Il attaque également le gouvernement en place. Mais est-ce que vous pensez qu'il est possible que le gouvernement mène la négociation à 2 fronts avec la CNTG et tous ceux qui l'entourent et avec vous également et ceux qui vous entourent? Vous pensez que la négociation sur 2 fronts est possible? Il y en a un non-dit, hein. Je vous précise que nous tendons la main à toutes les centrales syndicales. L'autre fois, nous n'avons pas été signataires de l'avis de grève, mais cette fois-ci, nous tendons la main à nos adversaires. Mais comment est-ce que vous voulez qu'on nous prenne au sérieux avec cela, monsieur? Si déjà votre camp est miné, comment est-ce que vous voulez, monsieur Touré, qu'on vous prenne au sérieux? Franchement, disons les choses. On veut bien vous écouter, monsieur. On veut bien vous écouter, mais comment est-ce que vous voulez qu'on me prenne au sérieux à blaguer comme vous le faites maintenant, à dire les autres, ils avaient signé la dernière fois, cette fois-ci, nous allons nous donner la main à le faire. Le peuple est fatigué, vous le savez très bien, monsieur. À l'origine, écoutez-moi, le rôle du syndicat, attention, nous avons un rôle de régalien. On n'a pas dit le contraire. On n'a pas dit que vous êtes des partisans non plus. On n'a pas dit que vous êtes des politiques. On veut juste comprendre parce qu'à un moment, c'est bien de se mettre à 4 murs la nuit et discuter des choses et puis après derrière, qu'il y a des clans, qu'il y a des guerres internes entre vous. Ça, c'est grave, monsieur Yamoussa Touré. Écoutez-vous. Nous sommes des syndicalistes guidés par un rôle régalien qui consiste à défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs et toutes les couches laborieuses du pays. Et cette division, écoutez, la division, nous, on n'a pas, notre unité syndicale est unie et indivisible. Écoutez, nous avons dit que nous sommes prêts à défendre les travailleurs, les populations, les couches socio-professionnelles. Monsieur Touré, nous sommes prêts à aller à la table de négociation pour satisfaire les revendications. Monsieur Touré, on le sait très bien, hein, c'est la philosophie syndicale, ça on le sait bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous vous êtes rendu compte que la première revendication menée par l'autre camp, l'autre syndicat sur le relèvement des salaires des fonctionnaires qui n'a finalement pas abouti, est-ce que vous avez rendu compte que eux ils ont eu ce qu'ils voulaient et vous aussi vous voulez réclamer votre part? Est-ce que vous n'allez pas, on va pas finir par mettre un gros buzz sur votre bouche? Écoutez-moi, je vous ai dit et je répète encore qu'une organisation syndicale ne vaut que ce que valent ses dirigeants. Je vous ai dit et j'insiste là-dessus, nous sommes des syndicalistes expérimentés et ceux qui veulent venir avec nous pour défendre les intérêts, disons, du peuple de Guinée, des travailleurs, viendront avec nous et vous allez voir comment ça va se passer. Si toutefois on nous invite à la table de négociation, nous allons relever ce défi. Ce défi qui consiste à améliorer les conditions de vie des travailleurs de Guinée. Alors rapidement, monsieur Touré, dites-nous quel poids vous avez pour déclencher ce mouvement de grève? Avec combien de centrales, avec combien de plateformes autour de vous? 3 seulement. Est-ce qu'ils vont adhérer? Est-ce qu'il y aura un suivi derrière? Mais également, de l'autre côté, on vous sentez au début de cette querelle avec Amadou Diallo très proche du professeur Alpha Condé, donc du pouvoir central. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre vous. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est tout le contraire. Vous accusez maintenant Amadou Diallo d'être plutôt celui-là qui fait le jeu du pouvoir en place. Que se passe-t-il? Oui, écoutez, le querelle entre moi et Amadou Diallo, moi je place ça dans les revues de l'histoire. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'actualité. Nous avons créé notre confédération syndicale, notre unité d'action. Alors nous allons tout faire pour relever les défis de la pauvreté, de tout ce que vous savez comme difficulté qui caractérise le peuple de Guinée. Et vous n'êtes pas sans savoir que la diminution du prix du carburant est mondiale. Pourquoi pas les Guinéens? Pourquoi pas l'autorité, les décideurs? Je veux tellement vous croire ce matin, monsieur Yamoussa Touré. Le peuple, on n'est pas d'accord. Il faut que le carburant soit diminué. Il faut que le peuple, les travailleurs se sentent à l'aise parce que nous avons le même État, la même nation, le même gouvernement. C'est eux qui doivent gérer, n'est-ce pas, la chose publique. Ils sont conscients que nous tirons aujourd'hui le diable par la queue
Il faut que vous compreniez que le carburant a baissé dans tout le monde entier. Il faut que la Guinée baisse le carburant. La diminution qui est faite n'est qu'une diminution de 1000 francs et c'est une diminution narquoise. Voilà, c'est une insulte. Il faut que le carburant soit à 6 000 francs guinéens. Cela renforcera non seulement l'unité nationale, mais aussi renforcera le pouvoir d'achat des travailleurs. Bien. Ils ne sont pas d'accord. Il faut que le carburant baisse. Bien. Camarades, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vous remercie. Au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Direction Sénégal, on va essayer d'appeler Mandian dans un instant, voilà. On a écouté Yamoussa Touré. Non mais c'est une bonne guerre, c'est de bonne guerre que de demander que le prix du carburant soit ramené même à 1000 francs. Je pense que à mon avis c'est réaliste parce que si on se veut quand même réaliste. Oui, si on se veut défendeur des causes du bas peuple, mais à mon avis le gouvernement doit faire la réalité aussi est là. À mon avis le gouvernement doit faire un effort, mais je pense que il y a pas aujourd'hui de concertation, il y a aucune concertation en vue pour aller vers un réajustement un nouveau réajustement des prix. Je pense que c'est ce qui est dommage et les exemples qu'il nous a donné les prix pratiqués dans les différents pays de la sous-région montrent suffisamment qu'un effort supplémentaire. Voilà, ce qui serait bien peut-être c'est de réinviter encore, si vous voulez, en tout cas le ministre de l'économie et des finances dans ce studio. Oui, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Non, je ne veux pas parler d'Ebola, je parle un petit peu de la possibilité. Non mais c'est ce qu'il va nous dire. Il va nous dire, il va nous tenir le même discours. Il va nous dire, on a été confronté à une difficulté qui est liée à Ebola. Voilà, on ne peut pas réajuster le prix du carburant de manière normale. Il faut rappeler que le carburant aujourd'hui est à $50.21, plus de 70% de baisse. Aujourd'hui, il est important que le gouvernement sache. On a passé tout le temps, on a présenté le tableau il y a longtemps. Les syndicalistes ne font que suivre le pas. On a dit ici qu'il faudrait que le gouvernement soit responsable. Il ne faudrait pas que l'argument soit que le gouvernement subventionne le carburant. Tout ça peut être revu. C'est vrai que le gouvernement subventionne le carburant. Mais sont-ils les premiers à subventionner le carburant? Pas du tout. Les gouvernements précédents ont passé tout leur temps à subventionner le carburant. Par contre, ils n'ont pas su négocier avec les sociétés pétrolières qui nous envoient le carburant ici, parce qu'on a passé tout le temps à cogiter. On a parlé de $20 la tonne métrique qui est passée à $49 si je ne me trompe. Donc je pense que plus de $50, c'est à partir de là que le gouvernement devait être responsable, parce que lorsque dans un pays, ceux-là qui s'occupent du transport du pétrole sont plus puissants finalement que le ministère des Transports eux-mêmes, le ministère des Commerces et le ministère de l'Économie, je ne vois pas comment le gouvernement peut imposer des mesures. Aujourd'hui, je pense que ça a été faussé depuis le début, mais ils doivent assumer, ils doivent prendre leurs responsabilités. Au niveau de la SGP, la Guinée n'a pas plus de 15% de capital. Nous partons du côté du Sénégal, Moussa Moïsi. Les grandes gueules. Mandian Sidibé. Mandian, bonjour. Bonjour à Lamine et bonjour à tout le personnel de la radio Espace FM. Monsieur Sidibé, vous avez un poste récepteur à côté? Non, c'est la ligne qui fait cela. Voilà. Ah, ok. Alors, on a envie de comprendre comment se passe l'exil du côté du Sénégal. On a eu des informations comme quoi ça n'allait pas du tout bien. Des rumeurs feraient état d'un double jeu que vous meneriez en faveur du parti au pouvoir. On a envie de comprendre les dessous. Comment vous avez appris ces rumeurs? Bon, d'entrée, je salue et remercie tous les Guinéens où qu'ils se trouvent et je salue avec déférence également et affection les aimables auditeurs de la radio Planète FM qui me manquent énormément ici à Dakar. Et je vous remercie vous aussi, la radio Espace FM et notamment mon frère et ami Lamine Girassi qui m'offre l'opportunité de m'exprimer sur un sujet qui me tient à cœur, il faut l'avouer. Non pas pour tenter de me justifier de quelque manière que ce soit ou de faire plaisir à une entité donnée, encore moins jeter l'opprobre sur une autre entité. Je le fais juste pour une question de morale, d'autant qu'à travers ces fausses rumeurs, j'ai estimé que ma réputation et mon honneur sont mises à rude épreuve. Alors, je tiens à préciser que personne, mais alors personne, que ce soit les leaders de l'opposition ou ceux de la mouvance, personne n'a une quelconque obligation de devoir à mon endroit. Je n'attends aucune récompense morale, matérielle ou financière par rapport au travail que j'ai abattu à la radio Planète FM. Je l'ai fait juste pour personne ni contre personne.
Je ne suis membre d'aucun parti politique. Je suis un journaliste qui n'a fait que son devoir patriotique d'informer ses compatriotes sur les réalités cachées du pays. Donc, en travaillant à Planète FM, je n'étais au service d'aucune formation politique ou d'un quelconque leader. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui que je me retrouve exilé, confronté à des conditions de vie que je ne souhaiterais même pas à un ennemi juré. Ouais. Les Guinéens du Sénégal en sont témoins. Et n'empêche, je vis honorablement et dignement, ce qui fait dire à certaines personnes mal intentionnées que je vis dans des conditions les meilleures alors que je chôme. Je réponds tout de suite en disant que je vis à Dakar grâce à mon carnet d'adresses, mes amis et quelques personnes de bonne volonté, à l'image de Nuhum Baldé de Guinématin.com, Ibrahima Sour Baldé de Média d'Afrique, Papa Koli Kourouma, mon ancien professeur Feu Kerno Aliou Diaoune, paix à son âme, mes amis commerçants et Diallo Sadekadji effectivement qui m'a fait venir à Dakar. Il y a Kaba Bachir du site kababachir.com et bien d'autres personnes anonymes dont je me réserve de décliner l'identité dans les médias. Donc pour revenir à votre question, je voudrais tout d'abord préciser que le gouvernement et son mentor, le professeur Alpha Condé, n'ont guère besoin de m'utiliser comme espion à Dakar où ils disposent d'un ambassadeur policier comme d'un ambassadeur policier ici. Alpha Condé ne peut pas me chasser de la Guinée et de Conakry tout en voulant me tuer et qu'il veuille m'exploiter comme espion sans que rien ne filtre de cette complicité dans un monde devenu un village planétaire. Oui, mais est-ce que vous avez eu des contacts avec des personnes proches du professeur Alpha Condé ou de sa majorité, la majorité qu'il a portée au pouvoir? Avez-vous des contacts avec ces personnalités pour qu'on déduise qu'il est possible que vous soyez une taupe à son service du côté de Dakar? Oui, écoutez, je suis un citoyen guinéen libre et indépendant. Même les leaders de l'opposition ont des amis évoluant dans la haute sphère de l'administration. Je vous ai parlé de mes solides relations d'amitié avec Papa Koli Kourouma, qui se bat contre vents et marées pour négocier mon retour sécurisé. À part lui, je suis rentré en contact avec d'autres personnalités de la mouvance présidentielle pour solliciter leur médiation afin que je rentre au bercail. Et parmi ceux-ci, il y a notamment mon frère et ami Nawadame, le gouverneur de Kankan. Il y a l'honorable Mamadi Diawara, le ministre Makanira, le ministre Kassouri Fofana avant sa nomination à la présidence, bien sûr, Maître Bokounta Diallo, qui est un intime ami au président de la République, professeur Alpha Condé, qui est ici à Dakar. Alors, Brandja Sidibé, donc il y a un rapprochement vu. Il y a donc un rapprochement vu. Oui, il y a M. Mohamed Lamine Fofana, le conseiller juridique du président de la République que j'ai rencontré ici à Dakar. Donc il y a eu des contacts. Il y a eu des contacts. Donc, à quoi est-ce que cela aboutit? Ça n'a abouti à rien puisque bon, et tous ces contacts que j'ai eu à prendre se sont heurtés à un niet catégorique, il faut le dire, de Conakry, puisque d'un côté on brandit le côté judiciaire en disant que non, il y a eu mort d'homme, alors que ce n'est pas moi qui ai tué, c'est un policier qui a tiré sur le jeune qui a perdu la vie. C'est pas moi qui ai tiré. Alors, moi je n'ai fait que crier au secours. Et c'est à la suite de ça maintenant que mort d'homme a suivi. Alors on ne peut pas m'accuser de ça. Bon, mais toutes les personnes que j'ai rencontrées de toute façon m'ont fait comprendre que le blocage est énorme et que ce serait risqué pour moi de rentrer que parce que tout simplement je ne peux pas dire tout ce qui s'est passé dans ces rencontres-là parce que bon, je suis un journaliste d'investigation, il ne faudrait pas que je mette sur la place publique les dessous de mes rencontres avec les gens puisqu'on ne sait pas à quoi ça peut aboutir. Alors, voilà, Mandian Sidibé, donc en direct ce matin chez les Grandes Gueules. Allez-y. Mandian Sidibé, si vous êtes aujourd'hui exilé du côté de Dakar, c'est parce que vous travaillez dans une radio privée qu'on appelle Planète FM. Et si vous êtes exilé aujourd'hui du côté de Dakar, c'est parce qu'il y a eu ces problèmes à ce niveau-là. Quel est le niveau de soutien de ces responsables de la radio? Parce que quand même, il faut reconnaître que vous êtes parti à Dakar parce que vous étiez dans cette radio. Vous n'êtes pas parti de la maison. Abakar Silla, quel est son rôle aujourd'hui? Vous tirez le diable par la queue. Vous soutient-il, oui ou non? Il est important de savoir. Bon, depuis que je suis là, j'ai le soutien moral de M. Aboubakar Silla et de tout le personnel. Et il n'y a pas encore une semaine, je me suis adressé à lui et il faut le reconnaître, il a répondu positivement. C'est la seule fois que je me suis adressé. Alors cette autre question, Mandian Sidibé, qui seraient selon toi les instigateurs des accusations faisant de toi un espion du pouvoir et pour quelles raisons? Bon, je ne saurais le dire avec exactitude, mais il faut reconnaître que lorsque
j'étais à la radio Planète FM. Je n'ai d'abord aucune relation particulière, par exemple, avec le président Condé. Et depuis de 1996 à 2011, j'étais un vrai activiste du RPG et un inconditionnel du professeur Alpha Condé, il faut le reconnaître. Et je l'ai toujours avoué, même sur les antennes de Planète FM. Le procureur Mounjour Chérif est encore en vie. Il peut témoigner puisque c'est lui qui m'a auditionné au TPI de Kaloum lorsque je fus arrêté à Fria et conduit à la maison centrale de Conakry par le régisseur de la prison civile de Fria. Rien qu'à cause de mes prises de position dans mes articles publiés à l'époque dans les colonnes du journal L'Indépendant. Donc je défendais ouvertement le professeur Alpha Condé et le RPG comme je défendais les prunelles de mes yeux. Un autre témoin de mon incarcération aussi est bien le doyen Suleiman Diallo du Lynx, qui m'a fait l'honneur ce jour de m'accompagner à ses risques et périls au ministère de l'administration du territoire où j'étais convoqué par M. Kiridi Bangoura pour une autre publication dans les colonnes de l'Indépendant. Donc de fil à aiguille, j'ai été encore en prison où j'ai retrouvé le professeur Alpha Condé qui, à travers son garçon de salle, nous offrait à manger, mon ami Abouakar Tako et moi. À notre sortie de prison et après la libération du professeur Alpha Condé, je suis allé le voir à sa résidence familiale de Mafanko. J'étais accompagné ce jour de mon frère et ami Alpha Kamara, actuellement au Canada, qui travaillait à l'époque au journal L'Observateur. En tout et pour tout, le professeur Alpha Condé m'avait offert 200 000 francs guinéens par l'entremise de Mohamed Ghané, l'actuel directeur du cabinet de la présidence. Depuis que je milite dans le RPG, c'est le seul et l'unique bénéfice que j'en ai tiré. Ouais. Alors, cela ne m'a pas pourtant découragé à créer mon propre journal La Voix du Peuple, essentiellement consacré aux éloges du RPG et de son président, au point que j'avais du mal à l'écouler sur le marché. Quelques mois après, j'ai opté pour l'aventure qui m'a conduit respectivement au Bénin, au Canada et au Gabon. C'est en 2010 que je suis revenu au Bercail en abandonnant mes juteuses fonctions de rédacteur en chef du site présidentiel Gabon News. Après, Abouakar m'a vu là-bas. Si je mentais, lui, il m'a vu au Gabon. Alors, donc, bien sûr. Voilà. Alors donc, j'ai fait le tour du Gabon avec le président Ali Bongo à bord d'un jet privé et parfois même dans un hélicoptère. Alors, donc, mais à mon retour encore, ce fut la déception par rapport à tous les efforts que j'ai fournis à l'entre-deux tours. Et ne pouvant plus retourner au Gabon et en véritable désespoir de cause, M. Abouakar Silla m'a fait l'honneur de me confier les rênes de la radio Planète FM. Et je vais vous faire une confidence. Tous les anciens travailleurs de Planète FM et notre patron en sont témoins que pendant 15 mois de fonctionnement sous ma direction, Planète FM n'avait généré que 1 700 000 francs guinéens de recettes. Toutes les charges retombaient sur le fondateur qui profitera même de pannes répétées de la radio pour freiner ses ardeurs en mettant le personnel en congé technique. Ce manque de résultats n'était pas fortuit. Alors, et ça a même poussé M. Silla à vouloir nommer un autre DG et à faire appel à Caleb Collier pour animer les émissions fétiches de la radio. Pourquoi ce manque de résultats de ma part de 2011 à juin 2012? C'était parce que tout simplement j'étais toujours hanté par le virus du RPG qui m'empêchait de faire un travail professionnel devant inévitablement déboucher sur la dénonciation des dysfonctionnements qui caractérisaient la gouvernance du professeur Alpha Condé et je ne voulais pas le faire. La preuve est qu'étant DG de la radio Planète FM, j'éditais toujours mon journal pour vanter les vrais faux mérites du professeur Alpha Condé. Je fus même une fois interpellé par M. Silla me disant que le journalisme ne rime pas avec le militantisme. Alors, toujours pendant cette période, j'appartenais à une équipe de communication du RPG, une équipe parallèle, je vais le dire. Et mon rôle dans cette commission était de procéder à des rédactions de mémos, des courriers et des discours. Alors, il faut reconnaître que la question que je me pose aujourd'hui est celle de savoir si le professeur Alpha Condé était bien informé de mes actions en sa faveur. Alors, n'ayant pas été récompensé pour mes efforts consentis et menacé de perdre mon boulot à Planète FM, je me suis alors résolu à tourner définitivement dos au RPG et à son mentor, en prenant mon destin en main et en m'attelant à relancer la radio Planète FM sur de nouvelles bases. À dire vrai, jusqu'en début 2012, la radio Planète FM n'avait pas d'audience. Et aucun leader de l'opposition, hormis M. Abouakar Silla, ne connaissait Mandian Sidibé. C'est lorsque j'ai opté pour le journalisme d'investigation en prenant en main les émissions que la radio s'est finalement taillé une place de choix sur l'échiquier médiatique. Et je jure la main sur la conscience que depuis que j'ai tourné dos au RPG et au président, je n'ai plus jamais regardé dans cette direction jusqu'à ce lundi 23 février 2015. Donc c'est une fausse accusation que de vous présenter comme une taupe au service du pouvoir en place ou de professeur Alpha Condé.
Oui, les gens font la confusion entre cette période que j'ai passée à la radio Planète FM en étant un peu laxiste, il faut le reconnaître. Oui, c'est courageux. Et maintenant la période actuelle. Parce que je voudrais vous dire qu'un jour j'ai appelé l'un des anciens membres de cette cellule parallèle de communication à laquelle j'ai appartenu pour lui demander, il est membre du gouvernement maintenant, je le précise, pour lui demander une assistance financière et de m'aider à rentrer au Bercail. Ce fut sa réponse et il me dit je ne peux rien pour toi, tu as débordé. Et il est arrivé à un moment où je ne te reconnaissais plus, tant et si bien que tu étais devenu trop haineux et rancunier. Alors Mandian, il est important que nous comprenions finalement, est-ce que ce n'est pas la déception qui vous a poussé à changer de manteau et à être très critique en vis-à-vis du pouvoir, puisque vous-même vous le dites? Oh bien, vous vous attendiez à quelque chose de la part du chef de l'État, soutenir quelqu'un, militer pour sa jusqu'à cause, perdre la prison. Ça ne signifie pas forcément que cette personne vous donnera quelque chose. Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que vous vous attendiez à une rétribution pour avoir milité en faveur du RPG Arc-en-Ciel? Est-ce que vous attendiez à être dans les bonnes grâces du professeur Alpha Condé? Est-ce pas déception que vous êtes devenu aussi critique vis-à-vis du pouvoir, du régime? Aujourd'hui, votre ami dont vous parliez tantôt, Aboubacar Sako, il est dans les bonnes grâces du président Alpha Condé. Et est-ce qu'on ne peut pas dénoter une sorte de déception chez vous, monsieur Madian Sidibé? Mauvaise rétribution. Écoutez, je vais vous dire que la politique n'est pas une religion où on observe le jeune ici et les prières pour aller au paradis. La politique, c'est ici, il faut avoir les retombées. Ce n'est pas l'au-delà. C'est aussi simple que ça. Alors, à la faveur de mes différentes prises de contact pour négocier mon retour, j'ai rappelé à certaines occasions tous mes efforts en faveur du RPG et du président. Donc, il se peut que certains de mes interlocuteurs aient fait une confusion entre la période de ces faits et la période de mes révélations sanctionnées par mon exil afin d'attirer l'attention de certains leaders et militants de l'opposition en m'accusant d'être un espion alors que rien n'en est. Et pire encore, l'un des membres influents de cette cellule parallèle de communication à laquelle j'ai appartenu a été débarqué de son juteux poste au moment où l'on faisait la promotion des autres membres. Ce monsieur se trouve actuellement très frustré et il est en train de lorgner depuis belle lurette du côté de l'opposition. Voilà. Mais son corps d'appartenance ne lui permet pas d'afficher ses ambitions. Donc celui-ci aussi est capable de m'accuser. Alors parlez-nous un peu, Mandian Sidibé, de vous. On n'a plus le temps. Oui, rapidement. Vos conditions de séjour. Vos conditions de séjour, on a appris qu'il y avait une négociation aussi de certains sages avec le professeur Alpha Condé pour votre éventuel retour. Parlez-nous d'abord du poids de l'exil, vos difficultés. Je vais vous dire que je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont aidé parce qu'il faut le reconnaître, parce que je souffre ici, je ne travaille pas, je vous l'ai dit tantôt. Et je suis venu à Dakar parce qu'on me dit que je suis en train de prolonger mon séjour ici juste pour espionner l'opposition. On estime que tous les complots montés contre le professeur Alpha Condé, les vrais faux complots, donc sont montés ici. Alors il faut dire que je vis à Dakar vraiment grâce à des amis. Ça, je ne travaille pas. Et je vis ici grâce à des amis et à mon carnet d'adresse. Je le dis clairement, je souffre. Et je suis ceux qui ont eu la chance de visiter chez moi il n'y a pas une semaine encore. Malado de la cellule de communication de l'UFDG qui était là avec le président de l'UFDG m'a fait l'honneur de venir me rendre visite. Il sait dans quelles conditions je vis parce que je suis dans un studio très simple, une chambre et salle de bain plus un balcon. Alors, donc les gens qui me voient dans ça, ils se disent bon non, il a tout. Alors que je peux rester dans ma chambre 1, 2, 3 jours sans manger, mais je ne veux prouver ça à personne. Je vis dignement et honorablement. Tous les ressortissants guinéens vivant à Dakar peuvent vous le dire. Il y en a même qui ne me connaissent pas, parce que je ne fréquente aucun lieu. Voilà. Mandian, on va essayer de prolonger le débat. Pourquoi pas à la télévision sur Espace TV avec Moussa Moïsila ce soir, sous les coups de 20h, voilà, juste après les 10 minutes. Nous sommes pris par le temps parce qu'on a grillé 4 minutes quand même, hein, c'est un peu compliqué. Merci beaucoup Mandian, bon courage. On va revenir s'il le faut, pourquoi pas sur cette actu. Merci beaucoup Mandian Sidibé. Lamine ? Oui. Je voulais dire que comme le timing de la radio est très limité, je vais faire une déclaration écrite que les gens pourront lire sur les réseaux sociaux, sur guinématin.com, conakrylive.info et conakryactu.net et même sur les réseaux sociaux également, une déclaration de 10 pages où je vais décortiquer tout.
Voilà. Et sincèrement, je vous remercie, mais je m'inscris énergiquement et formellement en faux contre les allégations fallacieuses me collant gratuitement l'étiquette d'une top au service du professeur Alpha Condé. Voilà. Le message est passé, Mandian. Merci beaucoup en tout cas, Mandian Sidibé du côté de Dakar. Pourquoi pas, on va voir avec Moussa si il y a l'occasion, pourquoi pas, de vous inviter ce soir à la télévision. Merci beaucoup et bon courage. Merci Lamine. Voilà, à très bientôt. Les gars, je suis obligé de rendre antenne. Voilà, on va se retrouver, mesdames et messieurs, demain pour un autre numéro. Grand merci à toute l'équipe technique. Et puis, nos excuses, évidemment, au service des programmes de la radio. On se retrouve demain pour un autre numéro.